Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Beyrouth frappé une nouvelle fois par une série de raids israéliens cette nuit. C'est un centre de secouristes du Hezbollah qui a été ciblé. La capitale libanaise visée au cœur pour la deuxième fois en moins d'une semaine. À cette offensive aérienne, il faut ajouter les opérations au sol dans le sud Liban. 8 soldats israéliens ont été tués hier. Oui, Israël n'a en revanche toujours pas riposté à l'attaque iranienne de mardi soir. L'exécution du plan attend le feu vert de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a promis à Téhéran de lui faire payer le prix de cette attaque. La riposte doit être proportionnée, prévient le président américain Joe Biden. Les États-Unis opposés à des frappes sur les centrales nucléaires iraniennes. Qu'en pense la rue israélienne ? L'envoyé spécial d'Europe 1 est allé à la rencontre des habitants de Tel Aviv. Leur crainte, l'engrenage incontrôlable. La vie a vite repris son cours. En centre-ville, les terrasses sont bondées à quelques heures des festivités de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. C'est un truc qui est quand même très israélien. Et au moment de l'attaque, on a peur, etc. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Là, on est dans des cafés à profiter. Adrien a tout de même repéré l'abri le plus proche. Après l'attaque de l'Iran, il fait bien plus attention. Je pense qu'on commence à avoir cette peur. Il y a une riposte d'Israël, puis une riposte de l'Iran, qui est une sorte de ping-pong. Et on a toujours le petit doute de, et si ça tombe sur nous, est-ce que l'abri sera suffisamment puissant pour être capable de résister à cette puissance de frappe ? Au moment de l'attaque, Eyal a senti le sol vibrer sous ses pieds dans l'abri de son appartement. Lui aussi guette une possible escalade. Le fait que l'Iran attaque, c'est aussi une menace que ça va encore s'empirer. Moi, ça me fait très peur que l'Iran s'y mette vraiment et qu'il y ait une vraie guerre. Quand ils font des choses comme ça et qu'il y a autant de missiles qui tombent, qu'ils n'en tirent que 200 alors qu'ils en ont des milliers, ça remet un peu en question nos capacités à nous défendre. Une crainte que le dôme de fer puisse être submergé par des frappes encore plus massives. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'attaque à l'immigration clandestine avec une première série de mesures. Une prolongation de la durée de rétention administrative jusqu'à 210 jours. Bruno Retailleau demande par ailleurs au préfet de faire systématiquement appel lorsqu'un migrant est libéré d'un CRA. À Mayotte, la préfecture a reçu l'ordre de vider le centre de rétention administrative de l'archipel de tous ces migrants. Expulsion vers le pays d'origine via 3 vols groupés pour le seul mois d'octobre. Autre bataille, la politique des visas que le ministre entend bien durcir. Marie-Hélène Trémollet. Chiffre à l'appui, le ministre de l'Intérieur sonne l'alarme et cible l'exemple algérien. En 2023, le pays n'a accepté de reprendre que 2191 de ses ressortissants, alors que dans le même temps, la France lui a accordé plus de 205 000 visas. Des chiffres qui illustrent, selon Bruno Retailleau, un besoin urgent d'engager un bras de fer avec les pays qui ne jouent pas le jeu pour inverser le rapport de force. La butée dans notre maîtrise de l'immigration, notamment pour l'éloignement, c'est les laissez-passer consulaires. Nous allons multiplier des contacts, mais surtout des accords bilatéraux. Moi, je demande une réciprocité, vous voyez. Quand il n'y a pas réciprocité, on utilise des moyens. Concrètement, le ministre de l'Intérieur propose de conditionner la politique des visas à la délivrance des laissez-passer consulaires, de rétablir le délit de séjour irrégulier et même de modifier ce qu'on appelle la directive retour pour éloigner plus facilement les clandestins. Bruno Retailleau qui s'appuie sur l'exemple des pays voisins comme l'Italie qui a pu diminuer de 65% son immigration clandestine grâce aux accords noués avec l'Égypte ou encore la Tunisie. Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. C'est une affaire très embarrassante pour la France insoumise. L'un de ses anciens militants et même candidat est poursuivi pour viol et torture sur une fillette handicapée de 4 ans. Pierre-Alain Cotineau a été exclu du mouvement à l'annonce de sa mise en examen. Cet ancien candidat LFI aux élections départementales de Loire-Atlantique est par ailleurs poursuivi pour diffusion d'images à caractère pornographique d'un mineur. Information judiciaire toujours en cours, évidemment. Le procureur de la République de Loire-Atlantique, Renaud Godel. Il est extrêmement rare que l'on retienne cette qualification de viol sur mineur de 15 ans avec acte de torture ou de barbarie. Pour que les actes de torture ou de barbarie soient qualifiés, il faut pouvoir démontrer l'exceptionnelle violence exercée, ainsi que la manifeste volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine, ce que nous avons considéré comme étant suffisamment caractérisé pour justifier cette mise en examen, au regard donc de l'extrême fragilité de l'enfant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un enfant de 4 ans présentant un lourd handicap. Également au regard de la teneur des propos tenus pendant les actes et au regard également de l'enregistrement et la diffusion des images de cet tout jeune enfant. Renaud Godel, procureur de la République de Loire-Atlantique. Et à propos de justice, ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, 63% des Français estiment que la justice protège davantage les coupables que les victimes. Nous sommes à une semaine de la présentation du budget 2025. Le gouvernement vient d'en dévoiler les grandes lignes. Le montant des économies envisagées a de quoi donner le vertige.
60 milliards d'euros d'économies. Objectif, ramener le déficit à 5% du PIB fin 2025. Un tabou vient par ailleurs de sauter. Les pensions de retraite ne seront pas revalorisées au 1er janvier. Mesure décalée au 1er juillet. Gain pour l'État entre 3 et 4 milliards d'euros selon les prévisions. Et cette information qu'Europe 1 vous apporte en exclusivité ce matin, il avait flambé pendant le Covid. Il revient brutalement sur Terre. Le prix moyen de la voiture d'occasion, il est en chute libre. Moins 1 000 euros par an, moins 1 000 euros sur un an en moyenne. Résultat du dernier baromètre de la centrale. C'est encore plus spectaculaire pour les voitures électriques. La décote sur un an dépasse les 5 000 euros. Le constat s'en ressent forcément dans les concessions automobiles. Reportage Aurélien Fleureau. Les voitures qui prend l'exemple récent de la Tesla d'un client. Une voiture achetée 39 000 et quelques, on est sur 27 000 récupérés pour 17 000 km. Donc en 8 mois d'écart, donc la personne a perdu 13 000 euros. Une tendance de fond, confirme Yoni Dayan, le fondateur du réseau qui regroupe plus de 90 points de vente en France et en Belgique. On s'en rend compte tous les jours, des baisses de prix énormes, des clients qui ont perdu beaucoup d'argent. Alors aussi, il y a l'effet Tesla, qui, notre ami Elon Musk, monte et descend les prix assez souvent. Donc les clients n'ont pas un capital de prix de leur voiture comme un véhicule classique. Et parfois, c'est la faible autonomie qui est en cause, comme pour la Mini ou la Twingo électrique. Nous, les clients nous disent, s'ils n'ont pas une autonomie 400-450 km minimum annoncée, pour pouvoir faire 300 km, ils n'achètent pas. Et Yoni Dayan le constate dans son réseau, s'il y a une motorisation qui connaît un regain d'intérêt en ce moment, que ce soit de la part des professionnels comme des particuliers, c'est le bon vieux diesel. Un reportage Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Allez, le football, la Ligue des Champions, il y a de la joie ce matin dans le Nord. Lille réalise l'exploit face au Real Madrid. 1-0, victoire face aux champions d'Europe en titre. En plus, s'il vous plaît, les supporters étaient aux anges, forcément. Reportage Maximilien Carlier. Explosion de joie au coup de sifflet final dans ce bar de la métropole lilloise. Des supporters aux anges après cette victoire 1-0 face au club madrilène. Incroyable, franchement, on fait un gros match, on fait un énorme match. Chevalier, le meilleur gardien de France actuellement. Et le Real, on l'a pas beaucoup vu finalement, mais c'est un truc de fou, c'est historique. Ce Real, c'est le meilleur club de l'histoire, vainqueur de la Ligue des Champions en titre. C'est les favoris en plus. Je suis heureux, voilà, je suis heureux, je suis juste heureux. Car le Real Madrid était invaincu depuis 36 matchs, toutes compétitions confondues. Jonathan David, buteur sur pénalty pour Lille, peu avant la pause. Puis entrée de Kylian Mbappé sur le terrain, mais les joueurs espagnols déjouent. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils se sont un peu perdus et Lille était bien en place. Ça représente beaucoup de choses, mais pour la Ligue 1, c'est dommage parce qu'on joue jamais comme ça. Pourquoi ? Il faudrait qu'on joue le Real tous les samedis en fait. Mais bravo à Lille. Des Lillois héroïques, une soirée inoubliable, ajoute-t-il. La défaite à Lisbonne lors de la première journée est oubliée. Grâce à ce succès, le LOSC se relance en Ligue des Champions. Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Et puis Monaco a arraché le nul de partout hier soir chez les Croates du Dynamo Zagreb. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Oui, sur les 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires pour l'an prochain, il y a 20 milliards d'euros de hausse d'impôts. Qui va les payer ? D'après les calculs d'Agnès Verdier-Molinier, le profil, c'est l'entrepreneur. Dans un instant, votre invité actu, Emmanuel Razavi, spécialiste de l'Iran. On va parler de la République de Téhéran, au seuil peut-être d'une confrontation majeure avec Israël. A tout de suite, bon réveil sur Europe 1.